et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous écoutez l'émission La Vague d'OVNI, le mardi soir à partir de 23 h, le dimanche de 14 h à 16 h. L'émission La Vague d'OVNI est une émission proposée par Didier Deplège, animée par Alexandre. Et nous commençons donc cette émission de La Vague d'OVNI. Notre invité aujourd'hui est Jean-Gabriel Grélé. Monsieur Grélé, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur notre antenne, je suis ravi de vous recevoir à nouveau. Et je suis ravi d'être ici une fois de plus. Alors dans un cadre un peu différent de celui du 3AF, dont nous parlerons en fin d'émission. Là ça va être un peu différent, c'est pour la sortie de votre nouveau livre, 1942-1954, la jeunesse d'un secret d'État. C'est paru aux éditions d'Hervy. Absolument. Jean-Gabriel Grélé, je pense à tous les auditeurs qui déjà se demandent ce que peut être cette émission ovniesque. Oser parler des objets volants non identifiés, c'est un petit peu incroyable. Et j'ai envie de leur répondre en leur donnant votre CV. Que vous nous disiez, Jean-Gabriel Grélé, ce que vous avez fait dans le passé et qui vous permet aujourd'hui de parler aussi bien du phénomène OVNI. Bien, effectivement. Il se trouve que depuis 1952, au mois d'avril exactement, je suis parti aux États-Unis avec 163 de mes camarades pour être formé comme pilote de chasse par l'US Air Force. Et donc j'ai eu la chance de continuer dans le programme, d'être effectivement breveté et donc de rester dans l'US Air Force depuis avril 1952 jusqu'à la fin 1953. De plus, j'ai eu la chance aussi, ayant été breveté avec la 53D, avec la classe 53D au mois de juin, de rester aux États-Unis avec tous les privilèges d'un officier américain jusqu'en début novembre, jusqu'au mois de novembre, époque à laquelle nous sommes rentrés en France. Ça m'a permis, parce que je suis d'un naturel curieux, de consulter un grand nombre de documents dans la bibliothèque de la base, des documents classés secret défense, parce que j'avais l'habilitation secret défense, comme tous mes camarades pilotes. Voilà. J'ai eu aussi en main la première réglementation AFR 200-2 qui précisait ce qu'étaient des objets volants non identifiés, la raison de l'intérêt de l'Air Force vis-à-vis de ces objets, préciser aussi un certain nombre d'autres choses, dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure. Mais avant cela, j'avais été, alors là, jeune élève pilote bien fatigué, en juillet 1952. Nous avons été à distance témoins de ce qui s'est passé au-dessus de Washington pendant la nuit de ce samedi soir, et phénomènes qui se sont reproduits la semaine suivante, toujours un samedi soir à 9 h. Alors ces phénomènes sont assez connus. Ce qui l'est moins, c'est qu'ils étaient suivis par 2 radars différents et que les véritables sauts, blocages, arrêts sur place, virages en épingle à cheveux, etc., qui ont été non seulement vus par des témoins, mais aussi suivis par les radars, concernaient des objets massifs. Or, il est impossible à un objet massif de faire un virage sur place, de s'arrêter pratiquement instantanément, de repartir avec des vitesses extraordinaires. Il semble bien donc que ces objets non seulement étaient des objets, mais défiaient complètement les lois de Newton non pas sur la gravitation, mais au moins sur l'inertie. Voilà. Au-delà de ceux qui étaient présents avec vous à ce moment-là et qui se sont bien rendus compte que quelque chose de pas normal arrivait, est-ce que durant tout le long de votre carrière, vous avez pu discuter librement de ce genre de sujet ? Alors, déjà, ce qui s'est passé au-dessus de Washington, ça s'est passé le samedi soir, nous en avons discuté dès le lundi matin avec nos instructeurs militaires. Ils ne l'étaient pas tous, on avait aussi des instructeurs civils. On en a discuté très librement avec nos instructeurs militaires
d'autant plus librement qu'un instructeur et son élève avaient croisé, à bord d'un T6 en vol de nuit, avaient croisé un engin très bizarre qui n'avait pas d'aile, qui était comme une sorte de fuselage volant, assez fortement éclairé de l'intérieur. Donc on en avait parlé entre nous. Ça ne dépassait pas les limites de la base. Mais on en parlait d'autant plus librement que nous n'avions aucune habilitation à ce moment-là. Nous étions tout simplement des jeunes civils qui espérions rentrer un jour et devenir un jour des pilotes de chasse. Voilà. Et après, dans le reste de votre carrière, est-ce qu'on pouvait parler de ce genre de sujet ou est-ce que c'était Oui, discrètement et entre nous. discrètement? Et entre nous. Parce que Oui. c'était mal vu sinon. C'était pour les Américains, ça pouvait être bien pire. Tout le monde sait qu'un certain nombre de témoins ont été l'objet de brimades. Certaines de ces brimades sont allées très loin jusqu'à provoquer des suicides et des choses comme ça, perte de carrière, divorce, ça. Tous les moyens étaient bons pour empêcher les gens de parler en public de ces choses-là. Mais par exemple, il se trouve que nous n'avons eu aucune observation particulière quand j'étais pilote de chasse. Et quand je me suis retrouvé pilote à Air France, là, j'étais témoin de deux observations, de deux passages d'engins très rapides à 5000 km/h. Nous en avons librement parlé, déjà avec l'équipage, ensuite avec le contrôle de la navigation aérienne, puisque ce sont eux qui nous avaient alertés, et ensuite deux autres équipages, un équipage de la Lufthansa et un équipage d'Olympic Airways étaient intervenus sur la fréquence pour préciser qu'ils avaient vu la même chose. Donc on en parlait librement, mais attention, nous étions assermentés, nous devions garder le secret des télécommunications dès cette époque-là, et même en tant que civil. Autrement dit, ça limitait quand même assez considérablement ce que nous pouvions faire et dire à ce moment-là. D'autre part, surtout en tant que commandant de bord à Air France, compagnie nationale, nous étions tenus à un devoir de réserve et en particulier, toute publication devait être approuvée par la direction, ce qui était un peu normal. On était quand même une compagnie nationale. Pour en terminer justement avec cette partie de votre carrière, Jean-Gabriel Grelet, est-ce que les choses ont changé maintenant par rapport aux pilotes d'avion? Alors, on essaye de les faire changer un petit peu en France, en ce sens qu'il y a maintenant une procédure de collecte qui intéressait jadis uniquement la gendarmerie, qui maintenant est connue, et on a essayé, non pas d'imposer, mais de faire admettre aux pilotes de ligne la même chose en ce qui concernait les rencontres inhabituelles. Je n'ai pas l'impression que ça marche très bien, la discrétion de notre profession continue, et puis surtout, un des problèmes, c'est que les comptes rendus des commandants de bord étaient lus par au moins 5 ou 6 services différents de la compagnie Air France, et on n'avait pas du tout envie que ce genre de rencontre, qui pour les initiés était relativement normale, nous fasse passer pour des fous et des illuminés vis-à-vis des gens qui n'étaient pas au courant. Voilà. Jean-Gabriel Grelet, ce livre qui sort 1942-1954, la genèse d'un secret d'État, je le rappelle, c'est aux éditions d'Hervy, fait suite à Documents interdits, la fin d'un secret, parce qu'on parle beaucoup de documents dans ce livre, de documents déclassifiés, on va y revenir dans quelques secondes, mais qu'est-ce qu'il apporte selon vous de plus? Alors, naturellement, deux parts. Il apporte essentiellement deux choses. Une modification complète de la chronologie des récupérations par les Américains. Et la deuxième, une pléthore de confirmations de récupération, non pas une mais deux, qui ont eu lieu en juillet, au début juillet 1947, dont on parlait jadis comme de la récupération de Roswell. Et là maintenant, il semblerait que deux récupérations et non pas une aient eu lieu. Et la seconde, celle qui n'a pas eu lieu à Roswell, mais qui a eu lieu très près de Trinity Site, c'est-à-dire de l'endroit où la première bombe atomique au monde avait explosé, cette deuxième récupération a, semble-t-il, livré aux forces américaines un engin presque intact.
en tout cas en très bonne, encore en très bonne forme, alors que l'autre, celui de Roswell, semble avoir explosé de l'intérieur et n'a livré surtout que des champs de débris, etc. En plus de corps qui ont été récupérés tout de même. Voilà. Pour réaliser ce livre, vous vous êtes appuyé sur de nombreux documents déclassifiés. Comment on se procure ces documents? Comment ça se passe? Eh bien, Parce qu'aux écoutez, États-Unis, ils ont cette chance, hein, cette non, chose qui... non, cette chance, je vais, si vous me Mhm. permettez, expliciter. Depuis 1974, Gerald Ford a fait voter pas seulement une loi, un véritable acte du Congrès qui s'appelle le Freedom of Information and Privacy Act, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. C'est un accès, libre accès aux informations classifiées et à ses dossiers personnels. Le Privacy Act, ça veut dire que n'importe quel Américain a le droit de demander la communication du dossier que la CIA, le FBI, etc. pourraient avoir à son sujet. L'autre partie, n'importe qui, et pas seulement des Américains, puisque j'en ai bénéficié, peut demander la communication de documents classifiés, même hautement classifiés, à charge pour l'administration de faire la preuve que la communication de ces documents, que la déclassification, présenterait un danger. Je ne peux pas résister au plaisir de dire que les Américains ont joué les arroseurs arrosés avec ça. Parce que, affirmant de façon complètement mensongère qu'ils n'avaient plus aucun intérêt pour le sujet depuis 1969, depuis décembre 1969, là où la commission Blue Book avait été complètement démantelée et avait cessé d'exister, depuis, si vous écrivez aux forces armées américaines, ils vous diront nous n'avons plus aucun intérêt pour ce chose. Il a été prouvé qu'il n'y avait rien, que de toute façon tout pouvait être expliqué très facilement et nous n'avons plus aucun intérêt. Seulement voilà, quand un document, on demandait la déclassification d'un document concernant, disons pour simplifier, les ovnis, ou enfin, appelons ça des ovnis, des objets non identifiés, des objets volants non conventionnels, les Américains avaient beaucoup de mal. Quand ils essayaient de prétendre que ça allait mettre en danger la sécurité nationale, on leur sortait le papier qu'ils avaient l'habitude d'envoyer en disant « Mais non, vous ne vous y intéressez plus depuis 1969 ». Alors ça a été épique. J'ai très bien connu Kevin Randle qui a publié l'un des premiers livres, justement utilisant des documents déclassifiés. Il leur est arrivé d'aller jusqu'à la Cour suprême pour arriver à obtenir des déclassifications que l'armée refusait à tout prix. Pour simplifier les choses, en 1985, c'est-à-dire à 11 ans après la publication de cet acte du Congrès, il y avait environ 85 000 documents, pages dactylographiées, mentionnant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais alors justement, lorsqu'on fait la demande officielle pour recevoir ces documents, qu'est-ce qu'on demande? Il y a un mot-clé, on dit je voudrais tous les documents relatifs à des choses inexpliquées, relatifs à, par exemple, la période 42-54 et les discussions entre tel régiment et tel autre. Comment est-ce qu'on peut demander? C'est pas comme taper un mot-clé sur Internet, c'est autre chose. Il faut être un peu plus fin, j'imagine. Alors, pendant un certain temps, avant la période de Bush, enfin du dernier président Bush, il suffisait d'écrire aux archives nationales qui vous répondaient en vous disant le document que vous demandez a été effectivement déclassifié, nous le tenons à votre disposition pour la somme de 10 cents la page. Mais il se trouve, nous, en France, on a eu beaucoup de chance. Un de nos amis, cherchant un document qu'il avait déjà, mais qui était en mauvais état, a envoyé une correspondance aux archives nationales, et c'est le FBI, c'est-à-dire le département de la justice, qui lui a répondu « Monsieur, le document que vous demandez fait partie d'un ensemble de documents déclassifiés qui comprend 1500 pages. Nous les tenons, si vous le souhaitez, à votre disposition, à raison de 10 cents par page, les 100 premières ou les 150 premières étant gratuites. »
Inutile de vous dire que le dollar à 5 francs à l'époque, on s'est précipité et on a reçu, alors ça a mis le temps parce que c'est venu par bateau, on a reçu une belle cassette avec trois gros trucs D'accord. reliés et qui contenait effectivement 1500 pages dactylographiées, toutes sur le sujet des ovnis. Ah donc en fait, N'importe qui peut le faire. ce sont eux qui vous ont mis sur la piste de Absolument, cette... absolument. C'est ce que je me demandais, comment est-ce qu'on peut... Eh bien, vous voyez, dans ce cas-là précisément, il est tout à fait évident qu'il y avait une dissension, ou tout au moins une interprétation différente entre le département de la justice et le département de la défense. Le département de la défense continue encore en ce moment à nier l'existence de certains documents alors qu'ils sont parfaitement légitimement déclassifiés. Et donc je vous dis, dans ce cas précis, c'est le département de la justice qui nous a mis sur la piste. On n'en demandait pas tant, mais on était ravis de recevoir ce qu'on a eu. Ce qui m'a permis évidemment de progresser dans cette étude. Nous allons donc parler de ce livre, Jean-Gabriel Grélé, 1942-1954, la genèse d'un secret d'État. Comment, à une personne qui ne connaît pas du tout le sujet, comment entreprendriez-vous de lui parler de ce livre? Par où commenceriez-vous? Eh bien écoutez, je commencerai par une anecdote qui effectivement a été décrite dans mon livre précédent, Documents interdits, la fin d'un secret. C'est un épisode plutôt amusant de la Seconde Guerre mondiale, qui n'en comporte pas tellement des épisodes amusants. Ça a été le survol de Los Angeles par des taches lumineuses, des engins semble-t-il, puisque je pense que le radar a dû réussir à les détecter. En tout cas, la DCA, la défense contre avion, leur a tiré 1430 obus, et ça a fait l'objet d'un petit compte-rendu signé par le général Marshall et adressé à Franklin Delano Roosevelt. Ce document est parfaitement authentique et parfaitement libre d'accès. Mais ce que j'ai découvert en plus, c'est que bien sûr l'affaire ne s'est pas arrêtée là. D'abord, j'avais réussi à trouver sur Internet les affectations des différents régiments de défense aérienne dans la ville de Los Angeles. Et là, j'avais découvert curieusement qu'il semble bien, contrairement à ce que disait ce premier document, qu'il y avait eu un engin qui avait été abattu. On n'en disait pas plus. Et quand j'ai pu accéder au premier document auquel vous faites allusion, il y avait d'abord une réaction de Franklin Delano Roosevelt. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les archives des présidents ne sont pas caviardées, jamais. Ce sont des documents officiels où ils s'égarent, ou quand on les trouve, ils sont intacts. C'est ce que je vous disais quand on préparait l'émission, je me souviens très bien, je vous ai joint et je vous ai dit, c'est quand même assez étrange, alors qu'on voit des documents militaires qui, eux, sont caviardés. Caviardé pour les auditeurs, donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Le caviar, c'est noir. Voilà, c'est ça. C'est un trait noir apposé sur la ligne, donc on ne voit strictement rien. Là, pour les présidents, il n'y a rien, aucune censure, alors qu'on voit des feuillets dans votre livre où très clairement on parle d'objets non terrestres, de technologies inconnues. Enfin on pourrait se dire qu'à ce moment-là, ça aurait été justement eux qu'on aurait dû totalement caviarder. Alors, pensons à une chose. D'abord, je pense que les services spéciaux de l'armée n'ont jamais pensé à revoir les archives du président Roosevelt avant 1947, puisque théoriquement, il ne s'était rien passé avant la récupération de 1947. Autrement dit, ils ont simplement oublié de faire disparaître ce document, où ce document était parfaitement connu déjà. C'est pas parce qu'un document est connu des historiens et des historiens américains, surtout des spécialistes des documents des bibliothèques, des véritables bibliothèques qui contiennent les décisions présidentielles, que tout le monde va le connaître. En tout cas, il est certain que ça n'a pas encore atteint les livres d'histoire. Ce qui est certainement dommage. Ce qui est vrai que c'est aussi que dans l'histoire, on a vu que lorsqu'on cachait quelque chose, des fois, elle apparaissait plus vite que lorsqu'on l'a laissé au vu et au su de tout le monde.
D'autant que ces archives sont quand même des archives au départ, les archives en papier. Hmm. Et ces archives se dégradent avec le temps. Hmm. C'est une des raisons pour lesquelles on parlera peut-être ou pas, d'ailleurs, parce que ça fait partie d'un livre précédent, du survol de la Scandinavie par des engins inconnus, qui de toute évidence ne pouvaient pas appartenir à des technologies humaines, puisqu'il y en a un qui allait à 2800 km/h, d'autres qui étaient des fuselages sans ailes, qui se déplaçaient, on se demandait comment. Bien, toutes ces choses-là étaient absolument connues, faisaient partie, étaient tout à fait documentées. Et elles ne pouvaient pas laisser le moindre doute sur les gens sérieux quant à la réalité d'une technologie non terrestre, déjà. Autrement dit, ce qui tempère un petit peu la découverte de ces documents, c'est que finalement, on savait déjà presque tout, sauf la date des premières récupérations. Ça, on ne le savait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est la formulation plutôt poétique du président Roosevelt, quand il parle des merveilles, quand il parle, etc. D'ailleurs, éventuellement, on pourra peut-être en lire On quelques pourra lire des extraits, passages. quelques passages. On en lira quelques passages, et puis on pourra aussi parler de la poésie de Einstein, je crois. Alors, Einstein, c'est un peu particulier. c'est un peu particulier, mais on Oui. parle d'une. Il développe des théories. Il n'est pas tout seul sur cette lettre, je ne me rappelle plus avec qui il est. Alors, c'est très curieux. Et il c'est développe très une théorie magnifique où il essaye d'imaginer comment se passerait un contact avec une autre civilisation, comment est-ce qu'il faudrait réagir. Il a toutes les options sur la table. On va beaucoup plus loin. On va y revenir dans Oui. quelques instants, mais ce qui est important de savoir, avant qu'on ne fasse une première pause, Jean-Gabriel Grélé, Oui. c'est que quand même, ces documents, et c'est pour ça qu'on parlait de caviarder les pages à l'instant, ces documents, il y en a certains pour lesquels on pourrait craindre à une manipulation de l'armée. Oui, et c'est pourquoi je me posais la question sur le fait que les textes présidentiels n'aient pas été caviardés. Pour certains documents, on peut se poser des questions sur la fiabilité, sur savoir s'ils ont été modifiés. Vous pensez bien que c'était mon premier souci, mais le document auquel vous faites allusion, qui est en fait signé par Robert Oppenheimer et Albert Einstein, est un document parfaitement théorique. Il n'y avait pas lieu de le censurer ou de l'interdire, bien qu'il était initialement classé top secret. Tout de même. Et ce document, c'est simplement une réflexion de ces deux hommes tout à fait. sur les modifications qu'il conviendrait apporter aux lois internationales et aux accords internationaux, et en particulier aux lois qui déjà provenaient des Nations Unies, pour y intégrer la possibilité d'êtres qui ne seraient pas humains. Et donc, ce qui est très curieux, c'est que c'est appelé « Relations avec les habitants des corps célestes ». Et c'est un draft, c'est-à-dire un premier jet, des réflexions comme ça. Des réflexions tout à fait passionnantes, intéressantes sur qui dirigerait, qui aurait l'autorité, qui pourrait être justifié pour diriger, qui serait le vaincu, qui serait le vainqueur. Voilà, absolument. Et elle laisse clairement entendre que la Lune, alors qu'il n'existe plus de territoire res nullius, c'est-à-dire de territoire libre, que n'importe qui peut conquérir, il semblerait bien que la Lune en soit un. Or, à la lecture de ce texte, on se doute bien que c'est un des principaux exemples de nos deux compères, si j'ose dire, c'est de dire, mais si par contre la Lune était peuplée, ou même simplement s'il y avait des missions scientifiques de recherche sur la Lune, ils seraient arrivés avant nous, et ça ne serait plus un territoire res nullius, et la Terre n'y aurait aucun droit. Et en fait, ça, c'est très intéressant. Et puis, mais ça, c'est à déguster pour les spécialistes. Il y a une page entière où, en 1947, de juin ou quelque chose comme ça, où en 1947, Albert Einstein et Robert Oppenheimer prévoient exactement ce que va être la condition du monde 10 ans plus tard, avec des fusées, des satellites artificiels de la Terre et
des fusées capables d'emporter des bombes atomiques. Oui, il s'inquiète même. 10 ans à l'avance, 10 ans à l'avance, ils avaient prévu ça. Il s'inquiète même des collisions entre nos engins et les engins extraterrestres, Absolument. qui pourraient provoquer des conflits. Enfin, exactement. et ce Tout texte ça, est tout à fait extraordinaire. Je l'ai il beaucoup apprécié. il est magnifique et il est quand même authentifié d'une double façon. Il est surtout authentifié par la réflexion de Vannevar Bush et de... Excusez-moi, voilà. Il y a ensuite, je ne sais pas si ça sera visible. Oh, lisez-le, oui, enfin on le voit un petit peu, mais oui. Ça se trouve, le document se trouve page 55. Donc il y a la signature de Robert Oppenheimer, de Albert Einstein et leur titre. Et ensuite une remarque de Vannevar Bush qui dit « Moi-même et le général Marshall, nous avons lu ce texte et je dois admettre qu'il fait preuve d'une certaine logique. » Très gentil. Mais j'ai du mal à croire que le président le prendra en considération. Le président, c'est le président Truman. Je crois savoir qu'Oppenheimer a approché Marshall pendant qu'ils assistaient à une cérémonie, peu importe, et j'ai cru comprendre que Marshall a rejeté l'idée qu'Oppenheimer en parle avec le président. J'ai parlé à Gordon, je ne sais plus qui c'était, mais enfin, ça, et qui était d'accord. Et tout ça est signé par Vannevar Bush. Oui, par Vannevar Bush, enfin au moins ses initiales. Donc voilà, quelque chose qui n'avait aucune raison d'être interdit, de ne pas être déclassifié, et qui pourtant est passionnant. Et nous allons dans quelques instants rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant. C'est l'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée par Alexandre. Et l'émission La Vague d'OVNI, c'est tous les mardis à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI. Et notre invité est aujourd'hui Jean-Gabriel Grellet qui nous présente son livre, nouveau livre 1942-1954, La genèse d'un secret d'État, paru aux éditions d'Hervy. Jean-Gabriel Grellet, rentrons maintenant dans le vif du sujet. On ne pourra pas parler de tout le livre pendant cette émission, heureusement, hein, d'ailleurs, sinon les auditeurs n'auraient pas envie d'aller l'acheter. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Mais on va s'arrêter sur certains chapitres. Nous parlerons entre autres évidemment de Roswell. Mais ce qui va nous intéresser, hein, ce qui va finalement tout englober, c'est le secret d'État. Il est sur le titre du livre. Et effectivement, dès le début de votre livre, Jean-Gabriel Grellet, vous parlez de la constitution de ce secret d'État. Alors la constitution de ce secret d'État, elle est contenue dans un mémorandum qui est envoyé par Franklin Delano Roosevelt
au général Marshall, certainement en réponse au premier, au premier compte-rendu qu'il avait reçu. Et on y lit, alors ce compte-rendu est daté du 27 février 1942, mémorandum pour le chef d'état-major de l'armée. J'ai considéré que l'utilisation des éléments matériels que possède l'armée pouvait avoir une grande importance dans la mise au point d'une arme de guerre supérieure. Je pense qu'on peut traduire d'une bombe atomique. Je suis en désaccord avec l'argument qu'une telle information devra être partagée avec notre allié, l'Union soviétique. Des consultations avec le Dr Bush et d'autres scientifiques quant à la possibilité de trouver des utilisations pratiques aux secrets atomiques découverts en étudiant des engins célestes interdisent toute discussion ultérieure. Et j'autorise par la présente le Dr Bush à mettre en œuvre ce projet sans délai. Autrement dit, le 27 février 1942, le docteur Vannevar Bush, qui était le grand, je dirais presque le grand sorcier de tout ce qui était armes futures, armement et organisation scientifique militaire aux États-Unis, reçoit le feu vert du président Roosevelt. Cette information est vitale pour la supériorité de la nation et doit rester dans le domaine des secrets d'État. Clac. Le secret d'État est décidé par une missive du 27 février 1942. Et le président Roosevelt continue. Toute discussion ultérieure de ce sujet devra se limiter au général Donovan, au Dr Bush et au secrétaire d'État à la guerre et à vous-même. Le challenge auquel notre nation est confrontée est à la fois impressionnant et périlleux, et j'ai consacré toutes les ressources de gouvernement pour y faire face. Il s'agit bien entendu de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle les États-Unis viennent d'entrer, volance-nolence si j'ose dire, à la suite de Pearl Harbor, qui s'est passé quelques mois plus tôt. Vous avez mon assurance que, les circonstances une fois devenues favorables après la victoire, l'armée recevra les fruits de la recherche obtenue en explorant les applications ultérieures de cette nouvelle merveille. Oh, on ne parle pas de soucoupe volante, on ne parle pas d'extraterrestres véritablement, mais enfin, c'est tout de même assez clair. Et ça le devient encore plus quand on voit la réponse du général Marshall au Réponse président. Quelques jours après, à peine, 5 mars. 5 mars. Comme indiqué dans mon mémorandum du 26 février concernant les aéronefs observés au-dessus de Los Angeles, nous avons appris par le G2 de l'armée, le G2 ce sont les services de renseignement de l'armée américaine à cette époque-là, que le contre-amiral Anderson du renseignement a informé le département de la guerre d'une récupération navale d'un avion non identifié au large de la côte californienne. Et là, je l'ai mis en italique, tellement différent qu'il n'autorisait pas une explication conventionnelle. On commence à se douter. De plus, il nous a été révélé que les commandos aériens de l'armée avaient aussi récupéré un engin similaire dans les montagnes de San Bernardino, à l'est de Los Angeles, et qu'il ne pouvait pas être identifié comme un avion conventionnel. Ce quartier général est arrivé à la conclusion que ces mystérieux aéronefs ne sont pas en réalité d'origine terrestre et, suivant les sources secrètes du renseignement, seraient selon toute probabilité d'origine interplanétaire. Noir sur blanc. C'est quand même quelque chose. Et pour faire bon poids, le général Marshall a lancé une recherche dans tous les dossiers du département de la guerre concernant les phénomènes aériens non conventionnels rapportés depuis 1897. Et de fait, certains ufologues français qui ont écrit des livres très intéressants sur cette fameuse vague qui va de 1897 à 1905 environ, seront très heureux que je dise que leur travail est confirmé par le général Marshall. Donc là, en fait, on a l'instauration, la création d'un premier secret d'État. D'un premier secret d'État. Voilà, qui peut rendre parano un petit peu. Non, pourquoi ? Non. Il était parfaitement logique, d'une part, de ne pas prévenir les Russes qui étaient, disons, des alliés très récents, puisque avant ils étaient alliés avec Hitler.
Donc c'était la moindre chose qu'on puisse dire, c'est que c'était prudent. Et d'un autre côté, je pense que le président Franklin Roosevelt et ses collaborateurs immédiats, Vannevar Bush et le général Marshall, étaient suffisamment intelligents, avaient suffisamment de vision du futur pour savoir que, pour connaître déjà ou d'imaginer toutes les implications de cette nouveauté. Parce que la réalité matérielle, concrète, que la Terre était visitée par des personnes disposant d'une technologie très en avance sur la nôtre, c'était tout à fait évident en examinant, semble-t-il, ces engins, c'était un sujet, c'était un problème nouveau, inouï, auquel jamais personne n'avait pensé, semble-t-il, et il était tout à fait normal. C'est un réflexe que tous les chefs d'État, tous les chefs d'état-major auront. On couvre par le secret ce qu'on ne peut pas expliquer immédiatement. Et là, on nous parle très clairement de la récupération d'un objet. Cet objet-là, on n'en parlera plus. On ne sait pas vraiment... Si, on va encore en parler. Si. Franklin Roosevelt va en parler pour répondre à une relance, en quelque sorte, de Vannevar Bush en 1944. Et nous avons cette missive en 1944 qui va non seulement reparler de ces objets, mais va laisser entendre qu'un grand nombre de commissions s'y sont intéressées et les ont étudiées. Il faut dire que je nage un petit peu comme ça. Et voilà, c'est en quelque sorte le troisième volet de cette première partie, la partie qui se situe avant 1945, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et celle-là, elle est signée par Franklin Roosevelt. Le texte n'est pas dans très bon état parce que l'encre a bavé un petit peu, mais la signature est parfaitement comparable avec d'autres signatures, il n'y a pas de problème. Et pas le moindre caviardage non plus, bien entendu. Et je pense que ça vaut la peine pour répondre à votre question. Je suis d'accord avec la proposition de recommandation avancée par le Dr Bush et le professeur Einstein pour qu'un programme séparé soit mis en œuvre dès que possible. Je suis aussi d'accord pour que l'application du savoir-faire non terrestre dans le domaine de l'énergie atomique soit utilisée afin de perfectionner les armes de guerre supérieures qui permettront de réaliser la défaite complète de l'Allemagne et du Japon. C'est clair, c'est net, c'est sans la moindre ambiguïté. Par contre, au vu des dépenses déjà engagées dans le programme de la bombe atomique, c'est-à-dire dans l'utilisation de ces récupérations pour créer une arme supérieure, il serait en ce moment difficile d'approuver des fonds supplémentaires sans l'engagement du Trésor public et des militaires. J'ai donc décidé, et comme c'est à lui de décider, c'est lui le président, j'ai donc décidé de surseoir à une telle entreprise. Du point de vue des membres informés des États-Unis, notre principal objectif n'est pas de nous engager dans une recherche exploratoire de ce genre, c'est-à-dire une recherche concernant la science qui se trouvait derrière ces machines, mais de gagner cette guerre aussitôt que possible. Différentes objections, etc. Et finalement, mon jugement personnel est qu'il viendra un temps, quand la guerre sera gagnée, où des fonds supplémentaires pourront être disponibles pour poursuivre un programme destiné à comprendre la science non terrestre et sa technologie, là encore sans ambiguïté, qui reste très largement énigmatique. Oui. Ce n'est pas un secret, je pense qu'elle l'est toujours énigmatique aujourd'hui. En gros, il dit on met la poussière sous le tapis, puis on verra plus tard. Non, on attend un petit peu. Non, je ne crois pas. Je pense que Vannevar Bush, qui était le conseiller scientifique, espérait bien arriver à comprendre quelque chose et à récupérer, de toute façon, en faire des transferts technologiques. Et il y en a eu. Nous verrons plus tard qu'il y a eu quelques petits transferts technologiques, même si l'essentiel reste pour l'instant énigmatique, pour reprendre les termes du président Roosevelt. Et alors, je ne peux pas m'empêcher, mais vous le lirez pour les gens qui lisent l'anglais, ce sera passionnant. Le style du président Roosevelt serait très difficile à imiter, et même dans la traduction,
Je félicite la Commission pour son organisation et son emploi du temps, si évident dans la proposition du Dr Bush et la délicatesse avec laquelle elle fut présentée. J'espère que la Commission appréciera la situation dans laquelle la présidence doit prendre sa décision. C'est extraordinaire, mais lu en anglais, c'est absolument délicieux. Là, le président dit on tempère un petit peu. On continue à mettre au point la bombe atomique en se servant de ce qu'on utilise déjà. Mais par contre, le reste, c'est-à-dire approfondir la science qui se trouve derrière cette technologie, c'est un tout doux. Voilà, c'est tout sera abordé quand la guerre sera gagnée. C'est vrai que c'est deux gros fronts quand même. Hein. Je pense bien. Je pense bien. Et d'ailleurs, peut-être subodorait-il ou pensait-il qu'effectivement, ça ne serait pas gagné d'avance. On peut imaginer la situation dans laquelle se trouvait la science terrestre devant ces engins à celle qui serait... on pourrait imaginer à peu près la même situation si Newton était confronté à un modèle réduit téléguidé et un ordinateur. Alors là, on parle des États-Unis, parce qu'évidemment, ce sont des documents déclassifiés américains. Oui, mais est-ce que les États-Unis parlent de ce qu'il se passe dans le reste du monde ? Alors, ils vont en parler surtout au moment de la récupération, des deux récupérations qui vont avoir lieu en 1947. Là, il va y avoir en particulier l'un des documents qui, j'estime, est le plus important, parce qu'il se termine par la réinstitution d'un second secret d'État par le président Truman, dans les dernières pages. Il y a absolument un... on est dans une situation très délicate si on ne parle pas de ces nouvelles récupérations. C'est vrai, c'est vrai. Alors, entre-temps, on passe quand même par la France. Oui. Hein, ce qui est assez... août 46, France. Vous nous parlez... C'est intéressant parce qu'on passe de... En ce tout début de livre, on voit la France apparaître. Je ne crois pas que ce soit parce que vous êtes français, mais tout simplement parce qu'effectivement... C'est vrai. D'ailleurs, il est précisé dans le... Alors, pour la première fois, je donne la version photo du document, parce qu'il me semble important, et naturellement sa traduction. C'est un document qui est connu, j'en ai déjà parlé et cité des extraits dans mes livres précédents. Mais là, je fais remarquer que ce document est, sauf le premier paragraphe, entièrement entre guillemets. Autrement dit, il s'agit ni plus ni moins d'une traduction exacte d'un document français. C'est précisé dans le premier paragraphe. Autrement dit, la France, c'est elle qui a apporté aux Américains des informations précises sur les survols de la Scandinavie par des engins inconnus. Le document préparé par le lieutenant-commandant Rochelot. Mais aussi par le capitaine, il n'est pas capitaine, Helen Coeter. Et Helen Coeter, allez, attachez vos ceintures, l'année suivante, être le premier directeur de la CIA, le premier DCI, Director of Central Intelligence. Jolie progression de carrière. Quand on sait trop de choses, on est nommé au gros poste, comme ça on peut plus parler. Il y a peut-être un peu de ça, oui. Voilà, enfin en tout cas, la France n'était pas absente du tout, la preuve. Même les croquis sont probablement ont été obtenus d'après les informations françaises. Mais la France était déjà présente dans l'effort américain pour la bombe atomique, puisque ce sont 3 officiers du 2e bureau qui ont réussi à convaincre, et ça vous trouverez les détails sur Internet, ce sont 3 officiers du 2e bureau qui ont réussi à convaincre les Norvégiens de leur céder la totalité du stock d'eau lourde qu'il y avait en Europe afin qu'elle ne tombe pas aux mains des Allemands. Et les officiers du 2e bureau étaient prêts à payer. Les Norvégiens leur ont donné la totalité du stock d'eau lourde qu'il y avait en Europe, qui faisait 145 kilos précisément. Ça devait tenir dans une bonbonne de 200 litres. Et le jour même de l'intervention du général de Gaulle, le 18 juin 1940, alors que la France avait perdu la guerre,
ce stock d'eau lourde embarquait pour Southampton. L'eau lourde. Alors, l'eau lourde est un modérateur de neutrons, ralentit les neutrons et permet, entre autres, en tout cas à un grand nombre de centrales atomiques, de fonctionner correctement, c'est-à-dire de ne pas entrer en divergence et de ne pas se transformer en Tchernobyl. Donc, en gros, c'était l'eau lourde. Mais le beryllium a aussi le même effet, et on trouve du beryllium dans ces engins, nous allons le voir tout à l'heure, en analysant ce qui a été découvert dans les engins récupérés. Et peut-être de l'eau lourde aussi, on en trouve un petit On peu en de trouve l'eau un petit lourde. peu, on en Non, trouve un petit peu de l'eau j'ai lourde. cru. Alors ça a dû certainement, enfin peut-être, si elle a été identifiée comme telle, conforter les Américains quant à son importance. Et les encourager, avec les Anglais, à faire le nécessaire, parce que la bataille de l'eau lourde s'est déroulée et a coûté beaucoup de vies humaines, pour empêcher à tout prix les Allemands d'abord de fabriquer de l'eau lourde, et quand ils ont réussi à en fabriquer, pour les empêcher de pouvoir l'utiliser. Et finalement, la bataille de l'eau lourde, elle aussi, elle a été gagnée. Et elle a été gagnée avec beaucoup, beaucoup de vies humaines, des commandos, etc., qui ont harcelé les Allemands pour les empêcher d'avoir ce précieux produit. Et je conseille à tous nos auditeurs, on ne va pas le lire hein, là en entier parce qu'il est trop long ce document, mais de vraiment s'attarder sur ce document français, traduit, qui nous parle de la Suède, qui nous parle de survol. Oui, de Peenemünde qui était occupé par les comment dirais-je, par les Russes. Et on pensait, ou tout au moins on disait, qu'il était possible que ce soit des armes secrètes allemandes qui avaient été récupérées. Dans la réalité, on n'en croit pas un mot. Il ne faut pas le croire. Parce que le général Doolittle, qui était allé travailler avec ses collègues suédois, avait déjà étudié les Foo Fighters pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on verra qu'il avait été consulté aussi très certainement au moment du survol des États-Unis. Mais ceci est un peu une autre histoire qui est malgré tout assez bien connue. Elle est bien connue, cette histoire des observations, des disques volants, etc. Tout ça est bien connu, c'est pas la peine d'y revenir. Jean-Gabriel Grellet, on passe, plutôt que... Je sais qu'on fait saliver nos auditeurs avec ça, on passe aux autres crashs. Oui, alors, bien entendu. Tous ceux qui se passionnent pour le dossier Roswell, finalement qui est le dossier par lequel beaucoup d'ufologues sont devenus des ufologues, hein, parce qu'un jour ils ont entendu parler de ça. Je ne sais pas trop. Un jour ils ont entendu parler de ça, ils se sont dit, tiens, c'est quand même extraordinaire cette histoire, et puis certains y sont restés, d'autres sont passés à autre chose, mais c'est quand même un point d'entrée. Et les textes, les documents qu'il y a dans votre livre sont tout à fait passionnants. Ils vont presque plus loin que beaucoup de films. Ils sont. Ils vont beaucoup plus loin. Ils vont beaucoup plus loin parce qu'il ne s'agit pas d'invention de films. Et vous remarquerez que les derniers films faisant intervenir des extraterrestres, les extraterrestres sont à la fois monstrueux et agressifs. Tout à fait. Alors qu'il semblerait bien, d'après la véritable histoire, qu'il ne soit ni l'un ni l'autre, et que les monstres agressifs, ce soit uniquement les êtres humains. Mais bon, ceci est une autre histoire bien connue, hélas. Alors, avant de s'intéresser à ces deux crashs, revenons sur l'authenticité des documents dont nous parlons aujourd'hui. Dans ces documents, il y a des fois des erreurs. Il y en aura là en question, une erreur d'emplacement. Alors, est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est un caviardage en quelque sorte, ou plutôt... Non, je vais vous dire. Ça me paraît important. Je me suis posé aussi, la question, et en fait, j'y ai réfléchi depuis la rédaction de ce livre. J'ai continué à y réfléchir. En réalité, et on verra, ou les lecteurs le verra en lisant le livre, il y a eu une certaine impréparation dans l'analyse et dans ses récupérations. Elle n'était pas complètement inattendue, puisqu'il y avait déjà une organisation, un comité de réception comprenant des scientifiques et des officiers qui étaient sur place avant que les crashs n'aient eu lieu. Donc, bien sûr qu'on devait se douter de quelque chose en haut lieu. Mais ensuite, le premier document est celui justement qui a cette petite différence quant à la position d'un des deux crashs.
Il a été rédigé curieusement par l'Interplanetary Phenomenon Unit, qui est cette unité qui avait été créée par le général Marshall en 1942. Il avait clairement indiqué qu'il créait cette mission, cette unité spéciale pour naturellement rechercher les phénomènes interplanétaires. Mais encore une fois, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que finalement, quand on lit cette première description des crashs, on s'aperçoit qu'elle a été faite par des officiers, certainement des officiers relativement subalternes, au moins un officier du Counter-Intelligence Corps, ce qui est encore un truc très spécifique aux États-Unis. C'est un corps de contre-espionnage militaire qui n'est pas soumis à la hiérarchie, au reste de la hiérarchie militaire. Il est complètement indépendant et il ne rapporte les faits qu'à ses chefs et à l'état-major. Et le Counter-Intelligence Corps a participé de toute évidence à cette récupération. Mais il n'a pas pu tout faire. Il n'a pas pu aller examiner les corps, par exemple. On ne lui a pas laissé faire. Ils ont une partie de ce qui est décrit dans ce premier rapport, c'est du on-dit. Nous avons appris que le chef d'état-major a refusé au FBI d'avoir accès aux disques. Et ça, on en a la preuve dans un autre document. Il y a un très bon recoupement avec ça. Mais vous voyez, il y a une espèce d'impréparation. Et cette impréparation va être dénoncée dans un document ultérieur, quelques mois plus tard, par justement Helen Coeter, donc devenu le directeur de la CIA et le directeur du renseignement unifié, qui va dire on ne peut pas continuer comme ça. Il y a eu une impréparation pour les récupérations qui ont eu lieu, et il faut absolument qu'il y ait une gouvernance beaucoup plus solide et beaucoup plus sérieuse. Et en gros, on sent bien qu'il se propose pour aider. Ça. Vous expliquez donc ces erreurs, cette erreur. Ce sont des imprécisions logiques. Par l'impréparation qu'on a vu d'ailleurs sur l'explication d'un ballon, et puis finalement, ils écrivent, tout le monde s'est bien rendu compte que ça ne pouvait pas être le projet secret Mogul. Bref, on sent que effectivement, ça bougeait un peu dans tous les sens. Mais c'est logique. On aurait affaire à un faux. Le faux, il serait lisse, il serait poli, il n'y aurait pas un bouton de guêtre de travers, vous comprenez. Là, au contraire, on assiste à ça, d'autant qu'on ne va pas avoir, et ça c'est la chance on n'a pas un document de description, on va en avoir 3. En fait 4 en rajoutant les analyses du général Twining. Puis ils sont intéressants, ils sont un peu dans l'urgence, il y a des peurs de contamination, Voilà, absolument, c'est tout à fait passionnant. Je vais certainement pas faire de la lecture de tout ça. Non, mais peut-être un résumé, peut-être les éléments marquants. Moi, c'est la description de l'engin qui est très intéressant, ce qui le permet, et vous le dites dans votre livre, déjà de se faire une idée de ce que peut être cet engin. Voilà, alors, c'est quand même intitulé l'extraordinaire récupération d'objets volants. Il y avait quand même quelque chose. Hein. Et bon, il y a un peu de caviardage, mais pas énormément finalement. L'extraordinaire récupération d'objets volants dans l'État du Nouveau-Mexique entre le 4 et le 6 juillet 1947. Ce résumé a été préparé par le quartier général de l'unité des phénomènes interplanétaires, branche scientifique et technique, direction du contre-espionnage, sur la demande du chef d'état-major adjoint du G2 et sur les ordres express du chef d'état-major. Or, on va s'apercevoir qu'il va y avoir une étude parallèle à celle-là qui va être réalisée par la NACA et sur les ordres, de personnages prestigieux. On va s'apercevoir qu'on a fait venir tous les Allemands. Alors on découvre à cette occasion que les Allemands qui travaillaient pour les Américains à cette époque-là étaient regroupés avaient un code spécial. Voilà. Alors bon, je passe directement. À 23h32, le 3 juillet 1947, des stations radars dans l'est du Texas commencent à suivre des engins, ce qui explique qu'une mission vient déjà d'arriver de Washington avant que le crash ait eu lieu. 2 zones de crash ont été localisées près du polygone de White Sands.
le polygone de White Sands, qui est très grand, hein. Il va depuis la zone au nord où la première bombe atomique a explosé jusqu'au sud, la base de Loman. Alors il faut, pour ceux qui le pourront, se procurer une carte de l'État du Nouveau-Mexique. Et là, on comprend beaucoup mieux comment les choses se passent. Le site IZ-1 était situé dans un ranch près de Corona, à environ 75 000 au nord-est de la ville de Roswell. Aucun doute, il s'agit bien du crash de Roswell. Sauf que le site IZ-2 fut localisé à environ 20 000 au sud-ouest de la ville de Socorro. Heureusement, ils disent environ, donc voilà. Et là, ils donnent la latitude et la longitude exactes. Latitude 30 degrés 40 minutes 31 secondes, longitude 106 degrés 28 minutes 26 secondes, avec Oscura Peak comme point de référence géographique. Or, ces coordonnées sont exactement celles de Trinity Site, de la première explosion de la bombe atomique, d'une bombe atomique sur les États-Unis. C'est une sacrée coïncidence. Le personnel qui chargeait de la récupération était surtout intéressé par IZ-2, car ce site abritait la majorité des éléments structuraux de la carcasse de l'engin. La récupération de 5 corps dans un cylindre d'évacuation endommagé empêcha une investigation à IZ-1. Pourquoi ? Eh bien, on l'apprend dans d'autres documents. La présence de corps a surpris tout le monde. Ils ont été récupérés un petit peu dans l'urgence. Et là, on a, pour cette récupération, un grand nombre de confirmations qui avaient été faites, qui étaient connues antérieurement. On a environ 33 déclarations sous serment qui ont été faites par des témoins ou des parents de témoins de cette chose-là, et c'est relativement bien connu déjà, sans qu'il y ait ces documents. Qui ont été mis un peu au secret le temps que les choses se calment. Hein. C'est vrai, mais néanmoins, comment dirais-je, les 33 affidavits, je les ai presque tous publiés dans un de mes livres précédents. Ils existent, ils font partie de l'histoire, vous voyez. Alors, en arrivant à IZ-2, le personnel conclut que les éléments découverts n'appartenaient à aucun avion, fusée, arme ou ballon utilisés pour des essais conduits depuis les bases voisines. Mais on va voir qu'ils sont bien logiques, ils vont aller au plus simple. Les rapports initiaux indiquaient que les premiers enquêteurs venus de la base aérienne de Roswell pensaient que IZ-1 contenait les restes d'un ballon top secret Mogul. C'était déjà la désinformation qui était en route. Mais peu importe, c'est ainsi. Quand les scientifiques du laboratoire des sciences de Los Alamos arrivèrent pour inspecter IZ-2, il devint évident pour toutes les personnes concernées que ce qui s'était écrasé dans le désert n'appartenait pas à ce monde. Boum! Des interviews avec les opérateurs radars, etc. Alors, on a des explications assez techniques. En particulier, il y avait une mission, un vol qui avait été, probablement un vol de fusée, qui avait été prévu sur White Sands, ce qui fait qu'on avait mis en batterie des radars suiveurs. Et je peux témoigner qu'ils existaient bien, parce qu'un de nos avions en 1952, un de nos avions qui s'était aventuré dans une zone interdite a été pris en chasse par ces radars qui lui ont automatiquement tiré dessus. Il a vu les trous à travers ses ailes, il était obligé de sauter en parachute. Et je pense même qu'il a été viré du programme à la suite de ça. Mais je veux dire, ils existaient bien, ces radars qui suivaient, capables de suivre quelque chose. On voit aussi que on voit aussi apparaître le général Twining, et on aura l'occasion, pour ceux qui liront le livre, auront l'occasion de voir d'avoir même la copie des ordres de mission qu'avait reçu le général Twining pour aller enquêter sur les lieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit parmi les spécialistes de Paperclip. Paperclip, c'était le code qui désignait les scientifiques allemands qui avaient accepté de travailler pour la NASA, enfin pour les forces armées américaines.
Et parmi eux, il y avait Werner von Braun, le docteur Werner von Braun, le docteur Ernst Steinhoff, le docteur Hubertus Strughold du laboratoire aéronautique de Randolph Field. Bon, tous ces gens-là étaient sur place et donc ont inspecté les débris et ont vu ce qui s'était craché. Voilà. Encore une fois, ça c'est le premier document. Le suivant. Alors, dans ce premier document, on trouve quand même le fait que le général Hoyt Vandenberg, assistant du chef d'état-major, avait empêché le FBI d'accéder. Oui. Et on va retrouver ça dans un document qui, lui, est déjà connu depuis un certain temps. Et de la main de Edgar Hoover, moi, je veux bien aider l'armée dans ce domaine, mais je veux qu'il accepte qu'on ait accès aux disques récupérés. Dans le cas de LA, ils nous ont tout caché. Et LA, tout le monde croyait que c'était Los Angeles et on ne comprenait pas. Eh bien, il se trouve que LA, c'était Los Alamos. Et là, tout s'explique. C'est finalement la guerre des services qui permet d'avancer sur la question. Un petit peu. En tout cas, il est certain qu'au moins en 1900, allez, disons il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, au moment où les effets de la loi sur la liberté d'accès à l'information se sont fait sentir, il est certain que le département de la justice, dont la fonction était de faire appliquer la loi, était constamment en contradiction avec le département de la Défense, qui lui faisait tout son possible pour ne pas avoir à l'appliquer. Ça, c'est clair. Jean-Gabriel Grélet anime aujourd'hui et notre invité pour cette émission La Vague d'OVNI. Il présente son nouveau livre 1942-1954, La genèse d'un secret d'État, paru aux éditions d'Hervy. Tous les documents dont nous parlons aujourd'hui sont dans ce livre de Jean-Gabriel Grélet. Il y en aura encore d'autres, on va y revenir dans quelques instants, mais il y a tellement d'informations, je vous propose à tous une toute petite respiration musicale. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 et c'est l'émission La Vague d'OVNI, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Notre invité est aujourd'hui Jean-Gabriel Grellet. Je vous rappelle que l'émission La Vague d'OVNI est proposée et dirigée par Didier Deplège et qu'elle est animée par Alexandre. Reprenons donc le cours de cette émission La Vague d'OVNI. Jean-Gabriel Grellet, consacré à votre livre 1942-1954, La jeunesse d'un secret d'État. Et on va parler du second secret d'État, de la fondation d'un autre secret d'État. Oui, volontiers. C'est naturellement le même. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, on va avoir non pas l'urgence d'une guerre qui était tout à fait évidente dans les décisions du président Roosevelt, on va avoir cette fois des considérations politiques intérieures américaines qui font que les décideurs, qui vont être le président Truman et ses conseillers immédiats, dont Vannevar Bush, vont décider qu'il est hors de question de laisser le peuple américain apprendre ce genre de choses. Et ce document est très important parce qu'au début, il comprend un grand nombre de signatures, dont celle du président Truman, de celle de Vannevar Bush et d'autres que je n'ai pas encore identifiées. Et il est précisé que personne, nul ne peut, sans l'autorisation expresse du président, disséminer les informations contenues dans ce rapport ou les communiquer à toute personne non autorisée ne possédant pas l'habilitation Magic Security Clearance. Magic avec un J. J'aurai l'occasion de dire tout à l'heure, c'est un acronyme, et c'est pas du tout, la magie n'a rien à voir là-dedans. C'est un acronyme. Donc dans ce document, qui, le lecteur verra, est assez épais et reprend déjà les survols tels qu'ils avaient été aperçus, etc., donne les noms des scientifiques, des généraux qui ont assisté à la rédaction de ce document. Nous avons d'abord une chose très importante, la description de ce qui a été retrouvé dans l'appareil, dans les appareils. Alors je lis tel quel, parce que c'est la simple traduction du document qui est en regard. UF6 sous forme métallique. C'est un sel d'uranium, certainement. Est-ce du fluorure d'uranium? Je ne sais pas. Acide fluorhydrique sur forme gazeuse, tétrafluorure d'uranium et eau. Le tétrafluorure d'uranium dilué, ou l'hexafluorure, on s'en sert encore actuellement pour transporter de l'uranium. J'ai eu l'occasion d'en avoir en vol, vous voyez, sur des cargos. Magnésium en poudre et chlorate de potasse, ça ferait simplement un feu de Bengale, donc ça en soi, rien de particulièrement intéressant. Uranium 235 sous forme métallique. Matériaux ressemblant à du plastique, mais ce qui n'en était pas. Beryllium, je vous ai dit que le beryllium avait à peu près le même intérêt que l'eau lourde. Voilà. Aluminium pur, un isotope du thorium, on ne précise pas lequel, et de la poudre de plutonium. Il semble assez évident que c'est du plutonium 239, puisque un des officiers qui avait découvert ces choses-là craignait qu'il n'y ait suffisamment de ces produits pour faire une bombe atomique. Donc, on peut estimer qu'il y avait une charge critique de plutonium et une charge critique d'uranium dans ces engins. Ce qui, à l'époque, représente environ 25 kg d'uranium 235 et 8 kg de plutonium. C'est ce qu'il faut c'est ce qu'il fallait à l'époque pour faire une bombe atomique. Ça, c'est une affaire de scientifiques ou de personnes intéressées. Et on en vient aux considérations politiques. Attachez votre ceinture. Étant donné le climat politique existant aux États-Unis et les conditions instables en Europe, l'opinion unanime des membres est que si l'administration rendait aujourd'hui publiques les informations contenues dans ce rapport, le résultat serait dommageable et peut-être fatal à la structure politique du monde telle qu'elle existe actuellement. Notez bien cette phrase, elle est toujours valable aujourd'hui. Les considérations qui suivent ont été revues et débattues, ce qui conduit la mission aux opinions qui suivent. Il se peut que la confiance du public dans les institutions politiques soit érodée et qu'elle soit remise en cause, si ces secrets étaient connus. Une révision complète pourrait se produire dans les institutions savantes, remettant en question la certitude des connaissances scientifiques. Je devrais dire, et comment? Et il serait peut-être grand temps.
la capacité des forces armées à assurer la sécurité nationale pourrait être remise en cause et conduire à une peur indue du public et à des désordres. Ensuite, le petit d est entièrement censuré. On ne sait même pas ce qu'il y avait. C'est encore plus énorme que ce qu'on vient d'entendre. Dans le contexte politique, l'histoire et la religion auraient à souffrir les plus graves dommages, causant des soulèvements sociaux sans précédent et une grave atteinte au bien-être psychologique. Comme c'est gentil de se soucier du bien-être psychologique des administrés. Des répercussions politiques peuvent se produire dans nos efforts pour contenir la menace communiste contre nos intérêts démocratiques. Alors là, bien sûr, ça c'est l'argument massu, on s'en doutait. Si une telle annonce était faite par l'administration actuelle, n'oublions pas que c'était des démocrates, Truman, elle pourrait être perçue par l'opposition comme un mauvais coup, nous exposant à des accusations de comportement immoral, de manipulation de l'opinion publique. Bonjour. Ça, il y avait vraiment tout y est là-dedans. Tout y est. C'est absolument écœurant. Mais, en tout cas, la décision est bel et bien prise de couvrir par un secret complet. L'opinion unanime des membres est que l'opération Majestic 12 doit être une agence de collecte des renseignements top secrets concernant la recherche et le développement, opérationnelle et disposant des fonds nécessaires. Il est aussi recommandé qu'un conseil d'experts soit appointé afin de diriger et de superviser le fonctionnement de la dite agence. Ces membres devront procéder à des habilitations appropriées et recevoir une entière coopération de la part du National Security Council et du Pentagone. Et finalement, en conclusion, pour des raisons de sécurité nationale et de bien-être du public, encore une fois, comme c'est gentil, les États-Unis doivent être perçus comme ayant une position dominante et tous les efforts doivent être faits afin d'affirmer qu'il n'y a pas, qu'il n'y a jamais eu la moindre menace contre notre nation. Bon. Voilà. Bravo. Là, on ne sait pas si c'est une menace pour l'instant. Pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est certainement une menace aux intérêts des gens qui vont se trouver ipso facto être les seuls dépositaires de ce secret. Or, la connaissance est toujours, surtout ce genre de connaissance, synonyme de pouvoir. Je ne pense pas me tromper. Et j'ai l'occasion de poser la question à la fin du livre. Peut-on être certain que les personnes qui ont géré ce problème depuis cette époque et qui ont naturellement manipulé les fonds considérables auxquels il est fait allusion, ont toujours fait mentir l'adage de Lord Raleigh, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Je le souhaite. Je l'espère. Là, on a quand même un pays, une grande puissance, qui, en quelque sorte, prend peur. Prend peur de ne plus être la plus grande puissance mondiale. C'est ça. Elle sait déjà ne pas être la plus grande puissance technologique. Non, parce qu'elle prend conscience qu'il y y en a une autre. Il y en a une autre, et ça... qui en plus n'est pas voisine, hein. Elle est pas voisine, mais elle peut être profondément imbriquée avec nous. Profondément imbriquée. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des engins dans des profondeurs marines. Il n'est pas impossible qu'il y ait des engins souterrains. Ce n'est pas que la Terre soit creuse, mais c'est qu'il y a largement la place sous les montagnes rocheuses ou sous la cordillère des Andes pour cacher certaines choses. Et puis, on a la Lune qui n'est pas très loin, qui est à 2 secondes 3 pour la lumière de nous, et qui est probablement, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une puissance disposant de capacités spatiales néglige la Lune comme base avancée. C'est tout à fait évident que la Lune doit être... Elle ne nous appartient pas. D'ailleurs, on voit bien que les autorisations que nous avons reçues des missions lunaires, elles ont été interrompues elles ont été très brèves, et depuis, rien. Il n'est pas question pour l'instant de retourner sur la Lune. À moins de demander poliment la permission. Il y a une question qui se pose quand même par rapport à ces crashs. Alors effectivement, il peut y avoir des radars suiveurs ou d'autres moyens d'armement qui tirent sur ces objets et qui réussissent à en abattre un. Ce qui pose d'ailleurs des questions sur leur technologie, parce qu'on peut se dire que nos armes terrestres ne sont pas si puissantes que ça, mais c'est un autre sujet.
Mais on peut aussi se demander si là, on n'est pas dans un don technologique fait par alors cette espèce, ces espèces, je ne sais pas, je n'ai aucune information là-dessus, Oui. mais en tout cas, si c'est pas un petit cadeau pour voir ce que les humains vont en faire aussi. Alors, c'est bien, ça c'est une question qui se pose de toute évidence dès qu'il commence à apparaître qu'il y a eu même une seule récupération, et c'est une question que je m'étais posée, et je pense l'avoir écrite quelque part dans un de mes livres. Évidemment, c'est la première question qui se pose. Est-ce que c'est un transfert technologique discret ou est-ce que c'est véritablement le résultat d'accidents? En tout cas, les Américains croyaient, je pense sincèrement, aux alentours des années, avant le début des années 50, qu'il y avait eu au moins un accident parfaitement autonome, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'un de ces engins avait explosé de l'intérieur sans qu'on sache véritablement pourquoi. Un avait été abattu, et je pense que je pense possible que ça soit passé à Los Angeles, justement à la suite des tirs d'ECA, et un autre par malchance. Enfin, en tout cas, il y a dans un de ces documents, on énumère les possibilités, sans tirer de conclusion certaine. Mais il me semble, moi, après examen de toutes les informations dont nous disposons aujourd'hui, que les Américains, les États-Unis d'Amérique, ont été choisis. Il est clair que les pays d'Europe, en guerre constante les uns avec les autres, n'étaient pas de bons candidats. La Russie soviétique, probablement pas non plus, pour d'autres raisons, alors que, et j'énumère vers la fin de ce livre, toutes les raisons qui font que les États-Unis d'Amérique étaient un excellent candidat. C'était tout de même une nation démocratique, c'était une nation qui était en plein développement, qui avait encore des possibilités énormes de développement. C'était une nation qui n'avait jamais été occupée par un ennemi, qui n'avait jamais perdu une guerre à proprement parler, et qui était entourée de pays avec lesquels elle avait réussi à faire la paix. Aussi bien le Mexique que le Canada, il n'y avait plus aucun conflit. Donc il y avait de bonnes raisons de choisir les États-Unis plus qu'un autre pays du monde. Mais alors, c'est là où moi j'y vois une contradiction. On va reprendre un débat qu'on a déjà eu hors antenne. Mais si on choisit justement ce pays pour toutes ces raisons-là, ça veut dire qu'on le connaît bien. Et faire un transfert de technologie avec justement ce nucléaire sans savoir qu'en même temps on travaille déjà en secret sur la bombe atomique, c'est quand même assez contradictoire. On connaît assez bien le pays pour lui donner cette puissance ou pour lui donner à trouver du matériel en bonne quantité et en bonne qualité pour créer une bombe atomique. Et en même temps, pour moi, c'est un petit peu de l'ingérence de la part de cette population, de ces populations sur ce qu'est l'être humain. Alors, c'est très intéressant et bien entendu, c'est une question qu'on ne peut pas éviter de se poser. Une chose est certaine, et ça, toutes les personnes qui ont étudié le sujet de façon assez complète. Au moment où les bombes atomiques explosent au Japon, on assiste à déjà de nombreuses observations de disques qui semblent chercher quelque chose, et l'impression générale, qui va être d'ailleurs renforcée en 1946, est que nos visiteurs n'y comprennent rien et ne s'attendaient pas du tout à ce qui s'est passé. Ça, c'est véritablement... Alors c'est peut-être... on peut encore imaginer au deuxième degré que ça soit une mise en scène, mais en tout cas, il ne semble pas avoir été préparé à ça. Il s'attendait à tout, sauf à des explosions. Peut-être s'attendait-il à ce que les Américains commencent à mettre au point, à l'aide comment dirais-je, de centrales nucléaires, une nouvelle ère pour l'humanité, non polluante, enfin beaucoup moins polluante que le charbon, etc. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les transferts technologiques qui ont mené à la bombe atomique, s'ils avaient été volontaires, n'auraient pas surpris nos visiteurs. Or, nos visiteurs semblent vraiment surpris.
ils vont le montrer d'une autre façon. Ils vont chercher, semble-t-il, dès 1946 et ensuite tout le début de 1947, à trouver d'où viennent, où ont été construites ces bombes atomiques. Si ils savaient par avance qu'elles avaient été construites en partant de leurs engins récupérés en Californie, ils ne se seraient jamais posé la question. Jamais. Or là, ils se la posent la question. Et finalement, ils vont réussir le premier survol de Los Alamos décembre 1948, c'est-à-dire 3 ans après l'explosion des bombes atomiques. Un peu plus de 3 ans. Et là, une fois qu'ils ont le pied à l'étrier, si j'ose dire, ils vont très rapidement découvrir toutes les centrales, tous les sites où les Américains mettent au point la bombe atomique. Ça, j'en ai parlé dans 2 de mes livres précédents. C'est parfaitement clair. Il y a un rapport de Lincoln La Paz à ce sujet-là. On voit très bien qu'ils ont découvert. Mais pour avoir découvert aussi tardivement, il faut ne pas avoir prévu au départ que les bombes atomiques verraient le jour. C'est quand même étonnant quand on connaît un peu l'être humain qui est un pauvre animal amateur de violence et de guerre. C'est quand même assez surprenant. Alors, disons qu'il est, comment dire, cet être humain, il est rempli aussi de pulsions contradictoires. Il a aussi quand même la pulsion vers la gentillesse. On a quand même créé la Croix-Rouge pendant qu'on se massacrait les uns les autres. On a créé la Croix-Rouge pour se donner bonne conscience par rapport à ce qu'on faisait ailleurs. C'est vrai qu'une partie des choses, on a l'impression qu'on va désinfecter une balle de Colt 45 avant de la tirer dans le ventre de la personne qui est devant. Ce qui est finalement une façon un peu bizarre Donc, en fait, de manifester une compassion. En fait, ces ovnis ont en quelque sorte, enfin ces ovnis, ces visiteurs, ces objets qu'on ne connaît pas, ont aussi éteint l'incendie en allant survoler ces centrales, ces bases de recherche. Ils ont eux-mêmes éteint peut-être un incendie qu'ils avaient allumé malgré eux. Ah oui. Parce qu'on peut penser on peut penser, alors la supposition absolue, qu'ils aient donné qu'un des crashs au moins avait pour but de donner telle ou telle chose à l'être humain concernant le nucléaire, et qu'ils aient imaginé que l'être humain en fasse quelque chose de plus utile, de plus constructif qu'une arme. Et à ce moment-là, quand ils se sont rendus compte qu'une arme avait été construite, le survol de ces bases, c'était pour calmer un petit peu tout le monde. Alors là, il n'y a aucun doute quant à la raison de ce survol. Et il y a j'ai rajouté quelques documents, un document en particulier concernant le survol des bases, et là, vous y verrez l'inquiétude des plus hauts responsables, y compris de von Karman. L'inquiétude est très grande, et les Américains savent que leur bombe atomique, ils l'ont, mais je pense qu'ils ont très vite compris qu'ils l'avaient, mais il ne fallait pas s'en servir. Alors, vous allez me dire, c'est encore paradoxal avec le fait qu'ils se soient dotés d'un arsenal nucléaire absolument époustouflant, avec des fusées intercontinentales qui ont atteint un degré d'armement suffisant pour détruire la Terre. Oui, mais peut-être, et je l'avais déjà supposé précédemment, il faut 2 clés pour déclencher l'arme nucléaire. Il faut une clé militaire, mais aussi une clé civile. Et il est possible que les responsables des nations qui possédaient la bombe atomique aient su qu'elles le possédaient pour ne jamais l'utiliser. Et que ça a été relativement clair assez tôt dans l'histoire. Je n'en sais rien, je n'ai aucune indication, aucune précision là-dessus, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, en ce qui concerne les États-Unis, le message transactionnel était très clair. Nous savons où vous mettez vos bombes atomiques, nous savons où vous les fabriquez, et finalement, vous ne les avez que parce qu'on vous laisse faire. Moi, j'ai presque l'envie de voir du cynisme. Vous savez, la fin peut justifier les moyens. On laisse 2 bombes, on laisse l'explosion de bombes atomiques, et puis à partir de là, on donne une arme tellement puissante que chacun sait, lorsqu'il la possède, qu'il ne l'utilisera plus
parce qu'elle est tellement puissante que, alors effectivement, il y a énormément de morts, il y a des irradiés, il y a une partie de la planète qui est touchée, mais en même temps, c'est pour plus tard avoir une arme tellement puissante que on se doute bien, à part pour la fin du monde, finalement, si tout le monde tire ses bombes atomiques, on sait bien que personne ne les utilisera plus. Oui, alors il n'y a pas besoin de faire appel au moindre extraterrestre pour ça. Il est devenu assez clair après la Seconde Guerre mondiale que cette invention de la bombe atomique, cette découverte de la bombe atomique, elle a rendu en fait toute guerre mondiale impossible. Toute guerre mondiale impossible. Même si certains pays actuellement sont en train ou essayent de se doter de l'arme atomique, ou ils l'ont pour ne jamais s'en servir, ou ils vont être véritablement cette fois rayés de la carte s'ils lèvent le petit doigt pour s'en servir. Et pas forcément rayés de la carte par d'autres bombes atomiques de fabrication humaine. Si c'est ressenti comme une menace, c'en est une. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité Jean-Gabriel Grellet qui nous présente son livre 1942-1954. Dans quelques instants, nous passerons à la dernière partie de cette émission, Jean-Gabriel Grellet. Et vous nous direz ce que vous avez souhaité traiter pour cette dernière partie d'émission. Je relis quand même ce chapitre 1 de l'opération Majestic 12, section 1, méthode et but du projet. Ce manuel a été conçu spécialement pour les membres du Majestic 12. Son but est de présenter tous les aspects de telle façon que le personnel autorisé ait une meilleure compréhension des buts du groupe, soit capable d'une plus grande expertise dans ses contacts avec les objets volants non identifiés, la technologie et les entités extraterrestres, et puisse faire preuve d'une plus grande efficacité au cours des opérations futures. Le petit 2 est très intéressant. Le petit 2, c'est MJ12 considère le sujet des objets volants non identifiés, de la technologie extraterrestre et des entités biologiques extraterrestres avec le plus grand sérieux et considère que les données de ce problème concernent au plus haut niveau la sécurité nationale. Pour cette raison, tous ces éléments ont reçu la plus haute classification de sécurité. Les points principaux couverts dans cette section seront les généralités concernant MJ12, l'importance des opérations et la nécessité d'un secret absolu dans toutes les phases d'une opération. Et notons dans le niveau 3, dans le petit 3, le niveau de l'habilitation du MJ12. Ils ont été classés Magic Eyes Only et se situent 2 niveaux au-dessus de Top Secret. C'est très intéressant parce que moi, à mon avis aussi, si les États-Unis ont été choisis, c'est parce qu'ils adorent le secret. Ils adorent ça. Ils aiment bien le millefeuille du secret et tous ces groupes. Vous nous parliez tout à l'heure d'une personne qui était indépendante, qui était sur les lieux mais qui n'avait de compte à rendre qu'à tel et tel et tel. Ah oui, c'est ce côté un petit peu attrayant. Paranoïaque, mais prudent. Nous allons passer dans quelques instants à la dernière partie de cette émission, La Vague d'OVNI, avec comme invité Jean-Gabriel Grellet. Oh yeah.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI, émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée par Alexandre. Notre invité est aujourd'hui Jean-Gabriel Grélé qui nous présente son nouveau livre 1942-1954, La genèse d'un secret d'État. Jean-Gabriel Grélé, on va peut-être laisser un peu de côté le livre, parce qu'il y a trop de choses à l'intérieur, mais plutôt nous arrêter sur ce qu'implique de telles révélations. Ce livre sont des documents officiels, déclassifiés, mais officiels, qui montrent très clairement l'intérêt qu'ont porté, et que portent évidemment encore aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, quant à ces objets retrouvés, aux technologies embarquées, aux êtres aussi retrouvés dans ces objets volants. Qu'est-ce que ça implique pour notre présent aux États-Unis, mais aussi en France? Parce que, excusez-moi, je m'arrête un instant, mais je me souviens très bien sur cette antenne du battage que nous avions fait autour du rapport Cometa, qui montrait l'intérêt, l'implication de personnes très hautes gradées sur le sujet, et qui, pourtant, finalement, n'a pas changé grand-chose. À part à l'international, où on disait ce livre formidable, mais ça n'a pas changé grand-chose. Pourquoi ? Bien, je pense que chacun d'entre nous peut se dire qu'au départ, il a une profonde résistance à l'idée de ne pas être au sommet de la création. Il y a en plus, pour certaines personnes qui sont croyantes, cette affirmation que Dieu a créé l'homme à son image. Alors c'est assez valorisant d'être créé à l'image de Dieu, au moins pour certains innocents. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un changement complet de paradigme, de concept, pour se dire, non, nous ne sommes pas au sommet de quoi que ce soit, mais nous sommes, comme le pensait Blaise Pascal, comme le pensait Pascal, à peu près dans l'échelle de l'intelligence, à peu près au niveau où se trouve notre planète par rapport au reste de l'univers. Et ça, on n'a pas l'habitude de réfléchir de cette façon-là. Alors qu'au Moyen-Âge, par exemple, il y avait des anges, il y avait un tas de pouvoirs et de choses comme ça, et d'être intermédiaire entre l'homme et Dieu qui permettait pratiquement toutes les gradations. Nous sommes seuls, finalement. C'est peut-être pas une situation idéale, mais c'est une situation à laquelle l'humanité du XXIe siècle ou du XXe siècle s'est habituée. Hormis les croyants, bien sûr, qui ne se sentent pas tout à fait seuls, parce qu'ils ont, je ne sais pas trop quoi, mais au-dessus d'eux, qui les protège et qui les surveille. Mais pour le reste, on a ça. Découvrir que non seulement nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes en contact simplement avec une technologie très supérieure aux technologies aéronautiques actuelles, ce qui implique, entre autres, que nous savons tout faux en ce qui concerne les lois de Newton sur l'inertie, par exemple. En tout cas, ces observations, ces éléments de technologie inconnus sont capables de prodiges par rapport à ce que nous sommes capables de faire. La lecture que j'ai faite tout à l'heure de ces conclusions qui concluaient à la nécessité d'imposer un deuxième secret d'État couvrant tout le problème et toutes les informations en 1947 reste encore un peu d'actualité. Je souhaiterais qu'il ne le soit plus du tout. C'est-à-dire que l'humanité est suffisamment progressée pour dire, oui, ils ont une technologie supérieure à la nôtre. Déjà, ils existent sera un premier pas. Oui, mais ils existent, leur technologie. À la limite, on pourrait même imaginer que la technologie existe sans eux, c'est-à-dire existe sous forme d'engins automatiques. Malheureusement, il y a eu des récupérations de corps, et ces corps ne peuvent pas appartenir à l'espèce humaine. Mais, encore une fois, certaines personnes l'ont fait, cette démarche, et ont accepté sans grand problème. Et puis, naturellement, vous avez les bouddhistes, par exemple,
pour qui ça ne pose aucun problème, puisqu'il est dit que, dans un certain nombre de sutras, que parmi les personnes qui venaient écouter les prêches du Bouddha, il y avait des gens du peuple, il y avait des nobles, et il y avait aussi des demi-dieux. Bon, demi-dieu, on sait très bien ce que ça veut dire, ça correspond tout à fait à la description de personnages qui sont un peu au-dessus de l'homme, sans être infiniment au-dessus, sans être tout à fait des dieux. Mais, encore une fois, il semble que certaines personnes arrivent assez facilement à faire la transition, à opérer la transition, et que d'autres rejettent avec la dernière violence toute idée que ces images pourraient être exactes. Mais alors, on voit, Jean-Gabriel Grellet, tout de même que il y a une opposition. Il y a une opposition. Le fait que vous ayez pu avoir accès à ces documents, qu'on vous ait dit oui, ça fait partie d'un lot de 1500 pages, prouve qu'il y a une opposition. Ça prouve bien qu'il y a au sein même de ceux qui détiennent le secret un point de vue différent justement sur la possibilité que nous aurions à accepter, à appréhender positivement ce genre de découverte. Tout à fait, nous en sommes persuadés. Ce n'est pas un secret que nous avons rencontré différentes organisations américaines, pour la plupart civiles, ou tout au moins officiellement civiles, mais des lobbies, c'est-à-dire très lourdement financés, par exemple, par la famille Rockefeller. Eh bien, ces lobbies militent pour une divulgation complète. De façon, à mon avis, un peu déraisonnable, un peu irrationnelle, parce qu'ils pensent avoir tout compris et ils veulent qu'on nous donne tout de suite. Hein, pratiquement la vie éternelle, des gros comptes en banque, des transmissions 1000 fois plus rapides que la vitesse de la lumière, etc. Et de l'énergie à volonté et gratuitement. Bon, tout ça, c'est pas raisonnable. D'abord parce que nous sommes humains et si on nous donnait tout ça, on l'utiliserait de la pire façon qui soit. Donc ça, déjà, c'est pas raisonnable. Mais par contre, on nous a dit, voilà, on n'a pas réussi à obtenir, deux présidents étaient prêts à faire cette divulgation complète. C'était Clinton d'abord et ensuite le président Obama. Et l'un et l'autre, au moment où ils se préparaient à faire des révélations, on se sont trouvés confrontés à des difficultés personnelles, je pense au président Clinton, et puis à des difficultés politiques, je pense au président Obama. Mais, encore une fois, les Américains auraient bien aimé que les Français fassent la révélation à leur place. On leur a bien expliqué que, nom d'un chien, c'est eux qui étaient responsables de la situation actuelle, pour l'essentiel. C'était eux qui avaient les informations et qui les avaient gardées par devers eux. Si quelqu'un devait faire une révélation publique, c'était bien eux. Mais d'un autre côté, on leur a laissé entendre que nous, notre conception est très différente. Nous pensons qu'il convient de mettre à la disposition des gens qui souhaitent savoir toutes les informations dont nous disposons et qu'ensuite, ces personnes vont traiter les informations, tirer leurs propres conclusions. Et si leurs conclusions sont les mêmes que les nôtres, très bien, mais elles peuvent être différentes, c'est pas grave. D'autre part, il y a des personnes qui, avec les mêmes informations, mais pour des raisons morales, religieuses, politiques ou autres, refusent par principe l'idée que nous ne soyons pas seuls, ces personnes-là pourront continuer tranquillement à vivre leur vie sans être trop dérangées dans leurs convictions. Voilà. Ça, c'était ce que nous souhaitions, et d'une certaine façon, je pense que ça, c'est réalisable. Ces quelques livres que j'ai commis commencent à aller dans la bonne direction, d'autant que les documents qu'il y a derrière, eux, peuvent toujours être consultés. Et personnellement, je n'ai jamais eu la vocation d'être un historien et d'être le seul à claironner une vérité que tout le monde refuse. La France doit faire le premier pas. C'est à la France d'agir. C'est déjà fait, en fait. C'est déjà fait. Nous avons déjà, avec le rapport Cometa, en quelque sorte, nos militaires se sont bien avancés. Avec les commissions actuelles, qui est une commission au sein d'un organisme scientifique, d'une société savante
très importante et très puissante en regardant qui elle comprend. Je parle naturellement de la 3AF. La 3AF va dans cette direction aussi. Bien entendu, mes collègues vont être beaucoup plus critiques que moi et beaucoup plus exigeants avant d'accepter pour exact ces documents. Mais encore une fois, je pense que cette conception est une bonne conception. Les gens qui ont le courage et qui n'ont pas et qui sont dénués de blocage d'ordre personnel peuvent maintenant, demain, se faire comment dirais-je, une opinion qui sera une opinion presque certaine. Rien qu'en lisant ce livre, déjà, certaines personnes vont le faire. En lisant les livres précédents, c'est arrivé très souvent. Rien que Documents interdits, un tas de personnes, je ne dirais pas nous ont rejoints, mais nous ont dit, vous voyez, on est content parce que finalement, on tire la même conclusion que vous. Devant les mêmes données, on tire les mêmes conclusions. Et on a rencontré des gens très intéressants, que je ne nommerai pas, mais avec qui nous sommes restés en contact. Il y a parmi eux des généraux, des attachés militaires, hein. Il y a aussi naturellement des généraux étrangers. Nous sommes en contact avec le Chili, par exemple, et avec le général Bermudez. Nous sommes en contact aussi, autant que faire se peut, avec le Vatican et avec différents types de personnes qui, elles, toutes ont progressé, au moins pour admettre tout à fait plausible et même probable une présence extraterrestre. Vous êtes donc en train de nous dire que les choses avancent sur le sujet ? Bien sûr. J'ai osé sortir ça, je ne suis pas encore mort, je serai peut-être rapidement, mais enfin, malgré tout... vous pensez qu'il y a quelques années, vous auriez... Ah oui, ça je peux vous assurer. Je peux vous assurer que la répression a été absolument violente, en particulier aux États-Unis. Il y avait un auteur, chercheur qui s'appelait Jessup. Il a été assassiné, ça ne fait aucun doute. Bien d'autres ont été assassinés. Tous ceux qui ont mis en doute le rapport Condon, en particulier, son nom m'échappe actuellement, mais un physicien de très haut niveau. Et puis, au moment où le NICAP, c'est-à-dire une association américaine, s'est préparée à révéler au public, en passant par la commission des sciences du Congrès, ils ont été invités à faire une communication au Congrès, et celui qui les avait invités est mort dans les 8 jours. Et comme par hasard, son successeur a immédiatement tout annulé. Mais j'en parle dans Documents interdits, de ça. Non, il y a eu des morts. C'est indéniable, tout le monde le sait. Mais alors comment expliquez-vous ce retournement de situation On était en pleine guerre froide, c'est clair, on était en pleine guerre froide, rien n'était résolu. Il faut avouer que globalement, le monde n'est pas à une seconde avant l'apocalypse. Tout le monde sait que les fusées intercontinentales avec leur tête atomique, elles vont rester où elles sont. Et si quelques pays émergents a la mauvaise, la mauvaise idée de commencer à les tirer, je pense entre autres à la Corée du Nord, mais il y en a d'autres, ils vont vite comprendre ce qui arrive. Non, pour l'instant, on n'a pas globalement, on a effectivement encore de multiples tensions entre les êtres humains, mais on n'est tout de même pas en pleine guerre froide comme on l'a été au moment où justement ces assassinats ont eu lieu. Alors pourquoi est-ce que ceux qui détiennent justement cette connaissance ne font pas fuiter Ils font fuiter dans ce livre. Mais ils le font, sinon ce livre n'aurait jamais vu le jour. Ils le font, mais ils le font, c'est fait. C'est en cours. C'est en cours. Pour vous, bien c'est sûr. En cours. Bah oui, relisez le livre. Vous avez dit que vous alliez le lire plusieurs fois. Lisez-le, vous verrez. C'est en cours, mais ça me paraît comme une... Vous savez, j'ai été très refroidi, moi, par le Cometa, par ce rapport Cometa. Moi, je suis d'accord avec vous, il y a tout là-dedans dans votre livre, d'accord. Mais j'ai été quand même super refroidi. Vous me dites la divulgation est en cours, vous l'expliquez, vous l'écrivez, d'accord. Mais j'ai bien peur, hélas.
Ça ne Euh, sera pas encore total cette fois-ci, mais elle ne sera pas totale. non, ça ne sera pas trop total. Et je me dis, est-ce qu'à la fin de ma vie, est-ce que cette divulgation sera terminée ou pas? Bah, écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a quand même un groupe dont il faudrait peut-être parler. C'est le groupe des, mettons hypothétiques, des personnes hypothétiques qui mettent en jeu la technologie qui, elle, est un fait observable. Bien. Si ces personnes voulaient que nous sachions tout de suite, ça serait très facile, hein. Un ou deux disques volants à la fin de notre défilé le 14 juillet, avec atterrissage, place de la Concorde et toutes les caméras dessus, et c'est ça, terminé. N'importe quelle manifestation publique en plein jour sur n'importe quelle capitale, tout le monde serait au courant. Ils ne l'ont pas fait. C'est probablement, enfin je me trompe peut-être, c'est probablement par délicatesse pour nous permettre de nous préparer un peu mieux. Et pour l'instant, il y a encore trop de personnes sur notre planète, trop d'êtres humains, qui ne sont pas prêts du tout à entendre ça. Pour un tas de raisons. Il faut peut-être que nous avancions encore un petit peu dans la bonne direction. Nous sommes certainement dans la bonne direction, hein. Euh, je dis la Troisième Guerre mondiale et la guerre froide se sont terminées sans qu'un coup de feu soit tiré. C'est pas mal ça non plus. Enfin, quand je vois les problèmes de racisme et de non-acceptation qu'il y a sur cette planète, je me dis que si en plus on rajoute des extraterrestres, ça va être compliqué. Eh bien Pour écoutez, la plupart peut-être, des êtres humains, qui se bien, méfient déjà de leurs voisins. Donc, déjà, comme la plupart d'entre eux sont plus petits que nous, on va les sentir moins menaçants que les monstres qui sont inventés par Hollywood ces derniers temps. Jean-Gabriel Grélé, on va terminer cette émission dans quelques instants. Juste un mot pour nos auditeurs qui ont suivi et qui suivent encore les travaux du 3F, dont vous avez parlé Oui. il y a quelques instants. Alors, est-ce qu'ils doivent s'attendre à une communication prochainement, à des avancées Alors, Que aux pouvez-vous nous dernières, dire sur le sujet? voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est très peu, parce que je ne suis pas habilité à vous dire quoi que ce soit, hein. Mais une chose qui semble pouvoir être dite, c'est que la commission Sigma, son existence a été prolongée. Très Donc, bien. en fait, on pourrait même dire qu'un bilan tout de suite public serait prématuré. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, du tout moins de notre point de vue. Nous avons dans la commission Sigma des gens d'une très grande qualité. Nous avons même un ancien membre de Cometa qui, qui se nommera qui pourra être nommé le jour où nous présenterons notre rapport final. Mais en tout cas, nous allons continuer à travailler et nous n'avons pas du tout rejeté ce sujet comme ne méritant pas notre attention, bien au contraire. Voilà. Là aussi, les choses avancent. Les choses avancent, bien sûr. Lentement et prudemment. Ouais, vous savez, j'en veux toujours plus, hein. J'ai envie que ça aille plus vite. J'ai envie que ça avance un peu. J'ai commencé cette émission avec Deveny il y a une douzaine d'années. Vous êtes intéressé à l'ufologie largement avant. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des fois quand même où 1952, ça fait un ça fait certain un bout de temps quand même. Il y a des fois où on se dit, bon, ce serait bien que ça avance un petit peu plus Bien vite. sûr, bien sûr. Mais d'un autre côté, il faut toujours, et ça c'est une chose qu'on fait rarement, on pense toujours à soi. On a toujours une attitude égoïste. Si, moi je voudrais parce que moi j'ai fait le tour du problème. Mais les nombreuses personnes qui n'ont pas du tout fait le tour du problème, il faut aussi se soucier d'elles et se dire, vont-elles être blessées? Vont-elles être blessées gravement? Vont-elles voir leur vie bouleversée par quelque chose qui, pour nous, est devenu presque une habitude ou quelque chose de très connu? Et je pense que ces questions, nous devons, ceux qui savent et ceux qui détiennent non pas un pouvoir mais un certain savoir, doivent se soucier de ceux qui ne l'ont pas. C'est très clair. Jean-Gabriel Grélé nous a présenté aujourd'hui son nouveau livre, 1942-1954, la genèse d'un secret d'État, paru chez Dervy. Et je vous conseille de vous précipiter pour acheter ce livre parce que c'est tout à fait passionnant. Tous les documents dont nous avons parlé
sont à l'intérieur de ce livre, de cette enquête. Ils sont traduits évidemment, mais il y a aussi les versions originales sur l'autre côté de la page. Et c'est un vrai travail de fourmi que vous avez fait. Et Documents interdits est en réimpression. Tout déjà. à fait. Oui. Et en réimpression, donc Oui. tous les travaux de Jean-Gabriel Grélé sont disponibles. Merci beaucoup d'être venu. À très bientôt et peut-être je vous en prie. En compagnie d'Alain Boudier, du 3AF. Et puis surtout, je pense qu'il y aura, une fois en quelque sorte que le premier choc ou la première surprise sera passée, il y aura lieu aussi de faire une émission pour demander l'avis des gens qui ont découvert quelque chose, savoir l'effet que ça leur a fait et savoir s'ils se sentent brutalisés, violés ou au contraire s'ils sont heureux d'avoir appris une chose nouvelle. Vous attendez des réactions pas de politique forcément, mais en tout cas de personnalités représentatives, administratives ou militaires à la sortie de ce livre? Non. Mes collègues de la commission Sigma sont parfaitement au courant. Quant aux personnes qui pourraient avoir des réactions, elles n'en auront pas. Je ne vais pas vous donner la liste des personnes qui ont reçu cet ouvrage déjà depuis une dizaine de jours, au moment où il est sorti des presses, mais il y en a un certain nombre, et ces personnes-là, je ne m'attends pas du tout à ce qu'elles protestent violemment. J'espère qu'elles trouveront le temps de me dire un petit merci ou de me demander une petite dédicace pour certaines d'entre elles, mais c'est tout. Je n'en attends pas plus. Merci beaucoup, Jean-Gabriel Grélé. Merci beaucoup. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant. C'est l'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée par Alexandre. Cette émission est diffusée le mardi soir à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h.